vous présente la présidente des défis et des aides, Soraya Zaidi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici. Je vous remercie du fond du cœur. Merci de votre soutien, merci de votre générosité, merci de votre aide. Alors aujourd'hui, je tiens à vous dire qu'on a besoin de vous, on a besoin de la communauté pour que nos adhérents double, triple, quadruple, Inch'Allah, on a besoin de la communauté pour qu'on devienne une association très forte. Et on va le devenir, Inch'Allah. Nombre de partenaires sociaux, alors on a 15 partenaires et notre premier partenaire, je tiens à le souligner, à le dire, c'est le CCA, le Centre culturel algérien, qui nous a ouvert grand les bras. Je te dis merci, M. Adil. Ok, alors on passe, vas-y. Alors, le nombre de cas. Jusqu'à maintenant, on a traité 31 cas. Alors, 21 cas de filles et 10 cas de garçons. Je parle ici d'accompagnement, les familles, accompagnement à la DPJ. Les tranches d'âge, entre 0 à 5 ans, 7 cas, entre 5 et 10 ans, 10 cas, entre 10 et 15 ans, vous voyez la tranche d'âge la plus vulnérable, c'est 15 cas, et entre 15 et 20 ans, c'est 3 cas, et 20 ans et plus, bon, 20 ans et plus, on s'entend que c'est des adultes, mais quand même, les parents avaient besoin de conseils, avaient besoin qu'on les réfère à des organismes spécialisés pour les aider dans leurs problématiques avec leurs jeunes. Les états de cas, alors résolus et fermés 21 cas, en cours 7, non résolus 3. Nombre d'accompagnements au tribunal, parce qu'on accompagne aussi les familles au tribunal. Jusqu'à maintenant, on a accompagné 15 familles. La dernière était le lundi passé. La rencontre avec la DPJ, on a eu 42 rencontres. Rencontre chez les familles avec la présence des intervenants de la DPJ, 64. La rencontre chez les familles sans la présence de la DPJ, c'est 54 fois. Alors des fois, on se déplace chez les familles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de local et des fois on est obligé de se déplacer chez les gens. Les références, les organismes spécialisés, on travaille avec 9 organismes, 6 avocats qui nous prêtent main forte. Et parmi eux, je tiens à souligner le travail de Maître Saïdi. Je te remercie, Maître Saïdi. Le témoignage au tribunal, on a eu à témoigner une fois au tribunal parce que ce n'est pas notre travail, on refuse de le faire, mais le cas était vraiment exceptionnel, on le fait dans des cas très exceptionnels. Alors ça, c'était brièvement le bilan de nos interventions en 2017. Je vous remercie. Salam alaikum. Très content d'être avec vous aujourd'hui, donc en remplacement du maire de Montréal. Vous savez, le maire ne peut pas être avec vous ce soir et je vais parler il y a quelques minutes. Il m'a demandé de vous saluer et de souhaiter un franc succès à des filles, des ailes, donc pour le travail qui est fait. Pour avoir été moi-même de 2011 à 2013 intervenant bénévole à Cité des Prairies, donc auprès des jeunes qui étaient parfois dans des situations qui étaient à la DPJ, soit que ce soit en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants ou encore en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, je peux vous confirmer que j'ai constaté effectivement cette représentation grandissante, cette surreprésentation par exemple dans le cas des jeunes des communautés noires ou des communautés latino-américaines, et cette représentation grandissante au sein de Cité des Prairies, des jeunes des communautés arabo-musulmanes. Et je crois que le travail que fait les filles et les ailes trouve en plein sa raison d'être et son fondement en termes d'accompagnement des familles, accompagnement aussi des jeunes, que ce soit à la DPJ, que ce soit aussi auprès du tribunal de la jeunesse. Donc ce soir, je suis là pour témoigner de la solidarité de notre ville, de la ville de Montréal, du maire de Montréal, par rapport à l'action que fait donc, les filles et les ailes dans la communauté.
Je terminerai par vous rappeler, il y a un document extraordinaire. Ce document, je me fais toujours le plaisir d'en parler sur toutes les tribunes. Lorsqu'en 2002, les Montréalaises et les Montréalais ont décidé par une série de consultations dans toute la ville auprès de plusieurs groupes d'organismes, de se doter d'une charte, qui est la charte montréalaise des droits et des responsabilités. Cette charte, l'article 1 dit ceci: est montréalaise ou montréalais toute personne vivant sur le territoire de Montréal. Et c'est une charte qui vient rappeler à la fois nos droits et nos responsabilités. Et justement, il y a 2 semaines, il y a une version jeunesse de cette charte qui a été présentée à la population, où on parle justement des droits sociaux des jeunes. Et en ce sens, le travail du fait des filles et des ailes trouve un écho et une résonance forte, je crois, par rapport à cette charte. Donc, alors, j'aurai probablement le plaisir d'en discuter avec la vice-présidente tout à l'heure, dans quelques minutes, mais entre-temps, je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Quand on pense à l'intégration et à l'identité des jeunes issus de familles immigrantes, instinctivement, on y pense en termes de fardeau, de poids, de difficulté. C'est pas totalement faux dans la mesure où c'est vrai que cette situation comporte des défis supplémentaires. Donc, intégrer ces affirmations-là à notre discours, à nos façons de faire et à nos pensées, c'est à la portée de tout le monde et c'est pas facile, mais c'est tout à fait réalisable. Là où j'ai davantage d'inquiétude, c'est par rapport aux injustices auxquelles seront immanquablement confrontés durant leur vie les jeunes issus de familles migrantes. Car même s'ils parlent la langue du pays, font leurs études au Québec, maîtrisent les expressions et les codes, ils vont continuer à avoir moins de chances et moins d'opportunités. Il y a différentes études qui l'ont mise en lumière. Les inégalités socio-économiques au Québec entre les individus qu'on dit racisés, donc qui ne sont pas blancs, et les individus non racisés persistent même chez les 3e générations. Donc, comme je l'ai mentionné, même s'ils vont faire leur scolarité au Québec, même s'ils vont avoir l'accent du Québec, ils vont quand même avoir moins de chances et d'opportunités que les natifs. Et ça, c'est extrêmement alarmant. Et à ces inégalités des chances, ajoutez aussi la conjoncture politique qui est des plus inquiétantes. Prenez l'exemple de la France ou des États-Unis, par exemple, ou d'autres pays européens ou nord-américains, où l'extrême droite y est de plus en plus décomplexée. On n'est pas à l'abri de ça au Québec. J'ai pas non plus l'impression que dans les prochaines années, on va être à l'abri de projets de loi discriminatoires et entravant des droits fondamentaux, comme le cas de la Charte des valeurs en 2013. Et vous imaginez, au pays de Trump, mon album a gagné le premier prix et une des chansons s'appelle Allahu. Subhanallah! Alors voilà, alors je vais vous présenter un des instruments que je présente dans mon spectacle. Vous le connaissez bien sûr. Alors quand je présente un instrument, je mets toujours un chapeau. Hein, ça revient, c'est un élément de culture. Alors je voudrais m'excuser à la table des imams qui est devant, c'est un peu fort. C'est tout. Hein? C'est comme ça. Alors ça s'appelle la derbouka. Derbouka. Bien sûr, si vous êtes libanais, je sais que vous dites derbaké. Là, pas besoin de venir me voir après le spectacle, on dit chaud derbouka. On dit derbaké. Non. Les deux, c'est accepté. Attention. Je sais qu'il y en a qui se retiennent pour danser, mais c'est quand même...
suis pas encore habitué de me faire présenter comme un politicien. Je sais pas si c'est une description ou une critique de ce que je fais dans la vie, mais sans blague, je veux commencer par vous remercier. Vous remercier 2 fois. Premièrement, vous remercier de m'avoir invité. Je suis très content, très touché. Je suis honoré même d'être parmi vous ce soir. Et vous remercier également pour le travail exceptionnel. Je pense évidemment à l'Association des filles et des ailes pour le travail exceptionnel que vous faites. Je vous transmets en mon nom personnel et au nom de mon parti Québec solidaire nos plus chaleureuses félicitations aux fondatrices, bien sûr, du groupe, mais également à ses bénévoles. Le travail que vous faites, il est important, bien sûr, à l'intérieur de votre communauté, mais il est également important pour l'ensemble de la société québécoise et je vous en remercie profondément. On m'a demandé de vous parler des jeunes et de la question de l'intégration, mais on m'a donné 5 minutes. C'est 2 injonctions contradictoires. Et puis, je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. Je vais tout simplement vous partager quelques-unes de mes réflexions. C'est des réflexions qui me sont venues suite à une tournée du Québec que j'ai faite dans les derniers mois et à travers laquelle j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs communautés au Québec. J'ai envie de vous parler peut-être de 2 défis et d'une solution. 2 défis en termes donc d'intégration de tous les jeunes du Québec. Le premier défi, c'est celui de la visibilité. Moi, ça me dérange, je ne trouve pas ça normal qu'en 2017 au Québec, il y ait des dizaines de milliers de jeunes qui, lorsqu'ils ouvrent la télévision, lorsqu'ils ouvrent la radio, lorsqu'ils ouvrent les journaux, lorsqu'ils vont au cinéma, lorsqu'ils vont au théâtre, ne se voient pas. Le deuxième défi, c'est celui, bien sûr, de l'emploi. C'est un défi que vous connaissez beaucoup mieux que moi. C'est un défi dans plusieurs communautés. Le problème, on le connaît, les statistiques l'ont démontré. Il y a au Québec des phénomènes de discrimination à l'embauche qui freinent l'entrée sur le marché du travail pour des milliers de jeunes et de moins jeunes. Ça également, c'est un problème auquel il faut s'attaquer de toute urgence. La situation, on la connaît. C'est l'heure maintenant de passer à l'action. Et c'est pas normal qu'en 2017, au Québec, on se prive de toutes les énergies, de tous les talents de ces jeunes-là qui veulent contribuer à construire la société québécoise, mais dont on refuse la contribution à cause de la sonorité de leur nom ou de la religion qu'ils pratiquent. Je voulais vous parler très rapidement de ces 2 défis-là, mais je veux également vous parler d'une solution. Je sais que ce n'est pas la seule, loin de là, mais c'est une solution à laquelle je crois particulièrement, et c'est l'éducation. L'éducation, c'est une préoccupation personnelle très importante pour moi, mais c'est aussi le vecteur d'intégration par excellence. Malheureusement, par contre, notre système d'éducation au Québec, il a été mis à mal dans les dernières années par des vagues successives de coupures, par des politiques d'austérité qui ont affaibli nos écoles et qui ont fait en sorte que le système d'éducation québécois, au moment où on se parle, est le système d'éducation le plus inégalitaire au Canada. Ça, c'est un problème également auquel il faut s'attaquer. C'est une question, bien sûr, d'intégration, mais c'est aussi une question de justice sociale. Je crois que tous les enfants du Québec devraient avoir la même chance de réussir leur vie, qu'ils soient nés dans Parc Extension, à Montréal-Nord ou sur le plateau Mont-Royal. L'éducation, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est une solution à beaucoup de nos problèmes. En terminant, je veux vous faire une promesse. Vous voyez, j'apprends vite mon métier, n'est-ce pas? Je fais déjà des promesses. Je veux vous faire une promesse, mais aussi vous lancer une invitation. La promesse, c'est celle d'être et de rester à votre écoute. Je veux vous dire que je suis sensible à ce que vous vivez, à ce que votre communauté vit. Je crois que le problème du racisme systémique doit être adressé globalement, mais aussi en particulier chez les jeunes. Quand j'apprends qu'un enseignant du primaire a demandé récemment à un jeune Québécois d'expliquer à ses camarades de classe ce qu'était l'État islamique parce qu'il s'appelait Mohamed, quand j'apprends qu'il y a des jeunes garçons dans les cégeps de Montréal qui sont, à cause de la sonorité de leur nom, systématiquement vus comme des djihadistes potentiels, je me dis, comment ça se fait au Québec que nos professeurs, que nos fonctionnaires ne sont pas mieux formés sur la question du racisme et de l'islamophobie? Quand j'apprends qu'il y a des jeunes musulmanes en 2017 à Montréal qui, lorsqu'elles prennent le métro, collent le mur par crainte de se faire pousser sur la voie, je me dis comment ça se fait
qu'il n'y a pas une vraie campagne de sensibilisation dans l'espace public pour déconstruire les préjugés. Quand j'apprends qu'un jeune musulman à Laval, parce qu'il s'était déguisé en super-héros, s'est fait arrêter par la police, parce que les voisins croyaient qu'il y avait un djihadiste dans le quartier, je trouve ça un peu drôle, mais je trouve tout ça triste, terriblement triste, et je me demande comment ça se fait que la police n'est pas mieux formée en matière de discrimination et de profilage racial et religieux. Finalement, je vous l'ai dit, je vous lance également une invitation. Cette invitation-là, c'est de continuer à construire avec nous le Québec de demain. Un Québec où la couleur de la peau aurait aussi peu d'importance que la couleur de nos yeux. Un Québec où la religion qu'on pratique, le quartier où on est né, la sonorité de notre nom ne changerait rien à nos chances de réussite, à la réalisation de notre potentiel. Ce Québec-là, on n'a pas à l'inventer, on n'a pas à le construire de toutes pièces. Ce Québec-là, il existe déjà. Il est notamment un peu ici, ce soir dans la salle. Merci beaucoup et bonne soirée. Je vais illustrer le propos. Histoire vraie. Une fille, ses parents émigrent et lui transmettent une culture, une éducation qui ne correspond pas à un jeune qui grandit ici. Et il y a entre cette fille qui grandit et entre les parents comme un chemin qui s'écarte et qui s'écarte davantage jusqu'à arriver à une situation trouble. La situation trouble, des fois il suffit d'une goutte pour la rendre trouble. Regardez. Vous voyez, une goutte, deux gouttes, trois gouttes. Bon, je vais faire l'économie de l'encre que j'ai ici. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La situation n'est plus aussi limpide qu'elle l'était avant. Et on aurait continué, ça aurait été devenu une situation opaque. On n'arrive plus à se comprendre. Et c'est ce qui va arriver avec la fille. La fille, à un moment donné, elle a des défis. Et ses parents, pour l'accompagner, soi-disant, ils l'interdisent. Haram! Kouf! Sors! Ne sors pas! Et la fille, qu'est-ce qu'elle va faire à un moment donné? C'est le clash. Elle est vague, ça. Tu veux pas que je le fasse? Eh ben, Rasban Anni. Et qui es-tu pour m'interdire? J'ai que la DPJ à appeler. Une maison d'accueil, ce sera bien mieux que chez vous. Ce genre d'argument qu'on peut voir. Et la fille, elle va faire sa vie ailleurs. Et nous, en tant qu'intervenants sociaux, et vous, en tant que membres de l'association, on se retrouve avec des situations qui sont des plus troubles. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire dans une situation où c'est complexe maintenant? Fallait m'appeler avant quand il n'y avait qu'une seule goutte dans l'eau. Et donc c'est tout le travail qui est d'une difficulté des plus extrêmes. Maintenant, il y a toujours une solution. On n'est pas pessimiste. Quelle est la solution? Comment est-ce qu'on peut régler le problème là, de l'eau infiltrée d'encre? On ne va pas la vider, on va dire c'est le cœur. Si on vide le cœur de sang, la personne meurt, nous on veut. Hein? Comment est-ce qu'on purifie? On rajoute de l'eau, c'est exactement ça. C'est ne serait-ce qu'au compte-goutte, mais d'arriver à chaque fois à placer une goutte pure, une goutte claire, et c'est de cette manière à un moment donné qu'on va dégager et revenir à la situation. C'est cela, c'est qu'on a une situation qui est trop, et nous avec notre pureté de cœur, ça demande une intention des plus sincères. Nous avec notre accompagnement journalier, là, constant et parfois au compte-gouttes, et on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, mais en demeurant constant, on y arrive. La fille dont je vous ai parlé finalement, donc elle sortait avec son chum, mais après de longues recherches, il s'est mis à découvrir l'islam, il s'est converti, et il n'y a pas une semaine et demie qu'ils étaient chez l'imam, chez Ahmed Qandil, pour se marier religieusement devant Dieu. Et maintenant, c'est tout un travail qui doit continuer à se faire auprès des familles respectives, et c'est cela. Et il n'y a rien de plus magnifique que de travailler pour que notre société soit claire, limpide. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
ما دعا